Comme vous l'avez compris, ce travail donc, avec les étudiants a réuni des universitaires de plusieurs universités et on vous propose trois exposés en duo, donc qui réunissent deux collègues d'universités différentes pour faire une lecture aussi transversale des cas présentés ce matin. Alors le premier duo est constitué par Séverine Bonin-Oliveira qui travaille à l'université d'Aix-Marseille et Paulette Duhart qui travaille, elle, à Grenoble. Alors je vais vous mettre les petits chevaliers pour que tout le monde vous reconnaisse bien. Je ne sais pas où ils sont. Voilà, ça va être superbe. Cavalier, j'ai dit chevalet, je dis n'importe quoi. Voilà. Voilà. C'est chevaleresque. Voilà, c'est ça, c'est courtois. Si c'est courtois, ça va. Alors voilà, c'est vrai. Voilà. Alors, voilà, vous deux. Donc, on vous propose, excusez-moi, je reprends mes notes. Voilà, donc 3 exposés. Donc, vous avez travaillé sur les changements institutionnels provoqués par les métropoles. Et finalement, vous êtes intéressé aux compétences organisation administrative, donc c'est-à-dire la transformation institutionnelle provoquée par cette nouvelle forme institutionnelle, donc la métropole. À vous. Merci. Donc juste pour préciser un peu la méthode avec laquelle on a procédé, donc on est parti de la lecture des travaux des étudiants, donc travaux écrits qu'on avait eu à disposition, et on va essayer de vous transmettre quelques éléments de restitution qui sont dépendants du coup des spécificités des territoires, de la manière avec laquelle ils ont été étudiés par les étudiants, qui n'ont pas forcément tous mis l'accent sur les mêmes problématiques dans leur dossier. Donc voilà, c'est quelques précautions, mais qu'il faut prendre dans cette lecture transversale qu'on va faire en 4 temps. Donc en voyant d'abord revenir rapidement, parce que y compris là dans les réactions des grands témoins, des éléments ont été rappelés sur la variabilité du sceau métropolitain finalement, qui a eu des conséquences sur ensuite la réorganisation des compétences et des services techniques, sur la question des outils et enfin sur le système d'acteurs. Donc voilà, on va essayer de déterminer quelques grandes lignes de résultats sur ces 4 thèmes. Donc sur la question du sceau métropolitain très variable, elle a été largement abordée. Ce qui nous paraissait intéressant de rappeler aussi, c'était que, au-delà du sceau métropolitain institutionnel, la revendication métropolitaine apparaissait quelque part quand même comme un enjeu, puisque 5 des 6 intercommunalités étudiées portaient déjà le nom de métropole avant leur statut. Donc dès 96 pour Lille ou Grenoble par exemple, le nom de métropole avait été ajouté à la dénomination de l'intercommunalité, que ce soit une communauté urbaine ou une communauté de communes à l'époque. Désormais institutionnalisées, ces métropoles doivent avoir des configurations territoriales très diverses, c'est ce qui a été rappelé. Donc par la taille et l'armature urbaine, on a 2 très grandes métropoles polycentriques à Lille et à Aix-Marseille, 3 de taille plus moyenne et plutôt monocentrique, même s'il y a une banlieue fortement constituée à Toulouse, Grenoble et Lyon, et une de petite taille à Brest. Et ces configurations diverses renvoient aussi à des histoires intercommunales diverses, avec 4 histoires intercommunales commencées dans la deuxième moitié des années 60, Grenoble, Lille, Brest et Lyon, et une coopération qui démarque au début des années 90 à Toulouse et Aix-Marseille. Donc si on s'intéresse maintenant, on va sauter toute l'histoire des intercommunalités, mais au sceau métropolitain, donc le passage à la métropole, on a détecté 3 figures pour essayer d'en faire un peu des catégories. Une première où le passage à la métropole se fait finalement dans la continuité de changements, d'approfondissement institutionnel qui étaient engagés de longue date. Donc c'est notamment le cas de Brest et de Toulouse, même si elles se distinguent entre elles, puisque l'une a gardé un périmètre réduit et l'autre a élargi son périmètre au fur et à mesure des changements institutionnels. Mais dans les 2 cas, le passage à la métropole est quelque part dans une suite logique d'un approfondissement des compétences et des coopérations. On a rattaché aussi à ce cas de figure la métropole de Lille, où certes on a un changement de périmètre, avec l'adjonction d'une communauté de communes de 5 communes, mais qui, à ce détail près de devoir intégrer malgré tout ce territoire dans les différents documents et stratégies d'aménagement, se fait dans la continuité d'approfondissement, d'un approfondissement finalement sur le temps long de l'intercommunalité, avec des prises de compétences progressives.
Un deuxième cas de figure, puisqu'on en a déjà passé 3, le deuxième cas de figure est unique finalement, c'est celui où le passage à la métropole se fait à périmètre égal également, mais avec une fusion de collectivités et donc un changement plus fort en matière de compétences, et c'est le cas de la métropole de Lyon qui a été présenté du coup dans un des groupes ce matin, où la communauté urbaine qui avait progressivement approfondi aussi ses compétences au gré des différentes lois et du volontarisme aussi local, sur un territoire quasiment inchangé, se voilà fusionner avec le Conseil général sur le territoire métropolitain, et ce qui nécessite donc un changement d'organisation et de compétences, même si pour l'instant les changements semblent relativement faibles et plutôt dans la continuité en termes de fonctionnement en tout cas. Et dernier cas de figure, et j'en finirai là sur cette partie du saut métropolitain, c'est le changement radical à la fois en termes de périmètre et de compétences qui rassemble les territoires de Grenoble, qui passe directement du statut de communauté d'agglomération à celui de métropole, en voyant son territoire plus que doubler de 23 à 49 communes, et donc des implications en termes d'organisation et de prise de compétences. Et à Aix-Marseille, qui naît donc de la fusion de 6 intercommunalités, une communauté urbaine, 5 communautés d'agglomération, qui s'étaient constituées progressivement avec des compétences très différenciées d'un territoire à l'autre, avec des services organisés à l'échelle de micro-bassins d'habitat finalement. Et donc pour ces territoires-là, un véritable saut métropolitain, avec souvent le sentiment d'avoir été conduit à marche forcée. Le changement subi ressort des entretiens à Grenoble, et à Aix-Marseille d'autant plus que ça a été piloté par l'État suite aux réticences locales. Et ce degré de changement variable, du coup, n'est pas neutre dans les effets observables sur la prise de compétences, notamment en matière d'habitat, ce que va vous présenter maintenant Paulette. Alors tout d'abord, avant de parler d'habitat et de l'organisation de ces métropoles par rapport à la question de l'habitat, juste revenir sur ces changements institutionnels en général, changement d'organisation. Alors juste pour rappeler que, en fait, quand on regarde donc ces 6 métropoles, on a d'une manière générale en fait un premier cas de figure où en fait on a notamment 2 métropoles, notamment Brest métropole et puis métropole européenne de Lille, qui pour qui en fait le saut métropolitain a certes complété en termes de compétences, mais il n'y a pas eu véritablement de grands changements en termes de compétences. Puisque ces 2 métropoles avaient déjà développé, avant le passage à la métropole, avaient déjà développé des compétences diverses et variées. Et donc, il y a eu un élargissement, mais un élargissement, je dirais, moindre. Pour les autres métropoles, les 4 autres métropoles, on a là des changements plus effectifs et un octroi en fait de compétences supplémentaires. Le cas de figure le plus exemplaire étant celui de la métropole Grenoble-Alpes, où en fait on a eu un transfert des compétences communales, en matière notamment d'urbanisme, par exemple, vers la métropole. Autre cas de figure, que l'on a cité d'ailleurs tout à l'heure, le Grand Lyon, où on a vu des compétences départementales intégrer les compétences de cette métropole. Alors si on regarde maintenant et si on focalise un peu plus par rapport en fait à l'habitat. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à l'habitat, c'est que finalement, on pourrait dire que 5 des 6 métropoles avaient, avant leur passage de la métropole, avaient déjà des compétences en matière d'habitat. Elles avaient toutes élaboré un premier PLH, et elles avaient en fait acquis progressivement au cours des années 90 et des années 2000, à l'occasion d'évolutions législatives,
à l'occasion de la mise en place d'un certain nombre de textes législatifs sur le logement, mais aussi à l'occasion de la mise en œuvre de leur premier PLH, elles s'étaient petit à petit dotées de compétences en matière d'habitat. Mais quand on y regarde de plus près, en fait, on constate que parmi ces 5 métropoles, on constate en fait qu'avant le début des années 90, on a en fait, avant même que le premier PLH ou première génération de PLH soit mis en place, on voit déjà des métropoles se doter d'un certain nombre de compétences en matière d'habitat. Je pense notamment à la métropole lilloise, je pense aussi à la métropole de Brest. Donc il y a là déjà un certain nombre de compétences qui vont en fait au fil du temps s'étoffer. Et puis, après le passage à la métropole, qui vont aussi s'étoffer, s'élargir. Alors, il y a le cas de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, où en fait, comme il n'y avait pas, comme à l'origine, on a affaire en fait à 6 intercommunalités et que donc finalement il n'y a pas véritablement deux métropoles. En fait, les compétences en matière d'habitat ont été en fait développées de manière, je dirais, un peu plus tardive d'ailleurs que pour les autres territoires, notamment à partir des années 2009. Si je ne me trompe pas. Donc c'est à ce moment-là que ces intercommunalités, avec des différences dans le temps, ont mis en place un premier PLH et se sont dotés donc de compétences en matière d'habitat. En termes d'outils, donc d'outils de politique de l'habitat, mais aussi, je dirais, d'outils plus généraux en termes d'urbanisme. Ce que l'on voit, c'est que donc l'ensemble en fait de ces métropoles se dote d'un PLH. Aujourd'hui, en fait, on a deux types de situations. Donc, on a des outils politiques de l'habitat qui s'intègrent à des outils de planification urbaine, donc intégration de PLH dans les PLU. PLUI notamment, et on a des situations où en fait on a une cohabitation ou une tentative d'articulation de PLH avec les PLU. Alors dans les métropoles où il y a en fait intégration de ces outils, on retrouve en fait des outils, des métropoles qui ont déjà en fait, je dirais avant le passage à la métropole, qui travaillaient déjà à une articulation de l'habitat, de l'urbanisme, etc. Donc qui ont intégré plus facilement ces deux types d'outils. Donc notamment, je pense notamment à Brest Métropole par exemple. Où il y a eu cette intégration avant même le passage de la métropole. Et puis, il y a des métropoles qui envisagent, donc même si c'est un travail en cours, mais qui envisagent en effet de fusionner ces outils. Alors, on peut faire, je dirais, l'hypothèse que finalement, ce sont des territoires qui, quelque part, étaient déjà prêts à faire cette intégration qu'il avait déjà initiée avant le passage de la métropole, ou en tout cas qui profitent de la métropole pour initier donc cette intégration.
Pour les autres métropoles, donc celles qui, je dirais, articulent PLH et PLU, donc notamment la métropole grenobloise, la métropole lilloise et la métropole d'Aix-Marseille-Provence, on est, voilà, d'abord on est sur des PLU, PLUI en fait, qui sont en cours de réflexion. Donc on voit s'amorcer une articulation, alors qui peut paraître comme ça pour l'instant encore timide, mais il y a en tout cas le début d'une articulation. Et on peut faire, je dirais, l'hypothèse que quelque part, alors pour certaines de ces métropoles, et je pense notamment à Grenoble-Alpes et à Aix-Marseille-Provence, le fait qu'il y ait eu quelque part une marche forcée dans la métropolisation explique peut-être ces réticences, on y va doucement, on y va prudemment, et on n'envisage pas en effet une intégration de ces deux outils. Pour la métropole lilloise, bon, c'est vrai que ce que disait tout à l'heure Jean-Claude Drian, en effet, peut-être qu'il y a en effet dans la manière d'articuler au mieux, voire peut-être d'intégrer ces deux outils, une certaine précaution des acteurs, puisque peut-être qu'en effet, sur certaines thématiques, c'est peut-être difficile d'intégrer ces deux documents. Moi, j'ajouterais peut-être une autre hypothèse, c'est une hypothèse que je fais, notamment à l'écoute des acteurs, et notamment je pense à la métropole de Grenoble-Alpes, c'est que en fait, les acteurs ne savent pas très bien où ils vont, et je pense que certains ont très peur de l'effet en fait du PLU, du PLUI sur le PLH, et notamment sur les effets en termes de réglementaires, avec la peur qu'on pourrait rendre les PLH, une fois intégrés, plus rigides, plus prescriptifs peut-être, plus réglementaires qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bon, ça c'est une hypothèse. Et puis, dernier élément, par rapport à ces questions, je dirais, d'organisation de ces métropoles par rapport à l'habitat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a une manière, je dirais, de s'organiser de ces métropoles qui sont différentes. D'un côté, vous avez en fait des métropoles qui quelque part, la thématique de l'habitat, la compétence de l'habitat s'adosse à l'urbanisme. Je pense à Brest Métropole notamment. D'autres, alors peut-être plus particulièrement Grand Lyon, où l'habitat en fait s'adosse en fait, ou est articulé aux questions sociales. Et puis d'autres métropoles où en fait il y a un adossement aux questions foncières. On prend appui à partir des questions foncières pour définir les politiques de l'habitat. Et je pense notamment à Grenoble, puisque la direction s'appelle direction de l'habitat, enfin du foncier et de l'habitat. Et je pense notamment à Toulouse Métropole, où il y a apparemment un adossement, ou en tout cas l'habitat est volontairement associé aux questions foncières. Et puis, dernière chose sur cette organisation, et je passerai la parole à Séverine sur le système des acteurs locaux, ce que l'on voit, c'est que finalement, cette organisation, d'une manière générale, elle est encore en balbutiement, puisque en fait, certaines métropoles, alors la plupart des métropoles sont toutes organisées en services, en directions. Dans certaines métropoles, vous avez 6 directions, dans d'autres 5. Certaines sont organisées en pôles, notamment, je pense à Aix-Marseille-Provence, en 3 pôles. Donc il y a une organisation en direction. Il y a la volonté pour certaines métropoles de mettre en place une organisation qui soit territorialisée, donc
à l'échelle de secteur, à l'échelle de territoire, pour pouvoir en fait appliquer les politiques métropolitaines. Et donc, voilà, Grenoble-Alpes en est un exemple. Néanmoins, ça reste encore très balbutiant, hein, puisque sur l'ensemble de ces métropoles, finalement, il y en a peut-être 2 qui tentent, hein, de se rapprocher, hein, du territoire, d'autres qui ont essayé de tester. Le Grand Lyon a essayé de tester, hein, une organisation plus territorialisée. Mais voilà, on est encore en cours de réflexion, hein, sur cette organisation plus territorialisée. Et j'ai le temps pour un dernier point? Oui. Petit, je me dépêche. Donc, c'était pour conclure aussi, et dans la continuité, sur le système d'acteurs. Alors, on peut d'abord noter qu'il y a une relative homogénéité du jeu d'acteurs local. On a tous rencontré dans nos métropoles les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les promoteurs, les agences d'urbanisme. Donc, ça a donné lieu à une comparaison, une typologie possible, même si, selon les territoires, ils ont été diversement investis. Donc, je vais reprendre une typologie qui a été proposée par les étudiants toulousains, qui sont sans doute ceux qui ont été le plus loin sur cette question, qui parlent des légitimeurs qui fixent le cadre, des opérateurs qui mettent en œuvre et des réacteurs qui sont impactés par les politiques, à savoir les usagers et les habitants. Et j'avais justement prévu de commencer par ceux-là en disant qu'ils étaient relativement absents. Donc on se rejoint tous sur cette conclusion-là. Il y a effectivement une porte ouverte, hein, à la société civile qui est encore peu empruntée. Donc c'est un acteur plutôt émergent des politiques de l'habitat, hein. Il est ponctuellement question d'association, de concertation, un peu dans les rapports de Toulouse et de Grenoble, mais c'est relativement ténu. Sur le rapport entre les métropoles et les opérateurs des politiques de l'habitat, on a l'impression que la métropole peut aider à renforcer l'articulation finalement entre les opérateurs et les politiques. Donc il y a 4 familles notamment d'opérateurs qui revenaient assez souvent, mais je vais passer peut-être vite et on pourra y revenir éventuellement dans des questions. En matière d'observation, d'analyse et d'études, les agences d'urbanisme ont quand même un rôle important d'aide à la décision, et de suivi de la politique de l'habitat, avec des échelles d'observation qui souvent du coup vont au-delà des limites métropolitaines, hein, avec les remarques qu'on a fait précédemment sur des périmètres parfois étriqués par rapport aux dynamiques territoriales. En matière plus spécifiquement de mise en œuvre, 3 autres acteurs apparaissaient. Les bailleurs sociaux d'abord, évidemment, pour la mise en œuvre de plusieurs volets des politiques locales de l'habitat. Et leur rapport aux métropoles se traduisent par une contractualisation d'objectifs assez fréquente. On note aussi, même si les métropoles sont souvent théâtre d'intervention de plusieurs bailleurs, quand même une prédominance de certains offices publics de l'habitat, par exemple à Brest, et certains de ces offices publics ont profité de la métropole, ou la métropole a profité de l'occasion pour restructurer ces bailleurs sociaux, hein. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a des évolutions. Par exemple, à Toulouse, le bailleur de la ville-centre est devenu le bailleur métropolitain, ou à Lille aussi. On voit que la métropole a encouragé la fusion de 3 bailleurs sociaux pour améliorer et étendre finalement le champ d'action, d'intervention, hein, de ces bailleurs à celui de la métropole. Autre opérateur qui peut jouer localement un rôle important, c'est les sociétés d'économie mixte, où par exemple à Toulouse, on voit aussi qu'il y a une fusion de 3 SEM historiques qui constituent le bras armé de la mise en œuvre opérationnelle sur des questions foncières ou sur des questions de ZAC notamment. Et à Brest, c'est aussi une SEM de portage immobilier qui sert de tiers financeur à la politique de rénovation énergétique. Donc il y a localement une intégration forte entre des SEM et la métropole. Et puis enfin la question des promoteurs, qui apparaît peut-être moins fréquemment dans les débats, en tout cas pas dans toutes les métropoles, mais qui localement est associée notamment en matière d'observation, par exemple à Toulouse, et aussi en matière de débat et de négociation pour inventer de nouveaux outils. Je pense à la politique du logement à coût abordable négociée avec les promoteurs à Brest et ou Lyon. On a évoqué ce point également ce matin. Des derniers points, donc là on était dans les relations métropole-opérateur, mais on a aussi vu des éléments intéressants sur les rapports communes-métropole, hein, donc au sein même des acteurs, hein, des légitimeurs de ces politiques publiques.
avec donc dans les rapports communes-métropoles, 2 éléments importants. D'abord, on regarde des représentations que les communes ont de cette institution métropolitaine, donc notamment là où le sceau métropolitain est très marqué. On a toujours un sentiment de crainte, une frilosité forte des communes face à la métropole. Bon, c'est particulièrement vrai à Aix-Marseille-Provence, et où une des solutions semble être dans des échelons intermédiaires, en l'occurrence des conseils de territoire, pour ménager un niveau intermédiaire entre la commune et la métropole. Et puis ce rapport commune-métropole, on l'a aussi abordé en matière d'articulation dans l'exercice des compétences et des services, avec des modèles très intégrés à Brest, où il y a finalement eu fusion des secrétariats généraux de la ville-centre et de la communauté urbaine, et aujourd'hui une gestion unifiée du personnel à l'échelle donc de cette métropole, des modèles où c'est plutôt la complémentarité, la coopération qui prévaut, par exemple à Lille, où il y a des services communaux qui demeurent très forts pour le traitement et la mise en œuvre de certaines questions et qui coexistent avec les services métropolitains qui gèrent plutôt la stratégie à l'échelle métropolitaine. Et puis des services, on va dire, en cours de définition ou de constitution, notamment à Aix-Marseille et Grenoble, où il y a encore beaucoup de travail pour arriver à répartir les compétences et les manières de travailler entre communes et métropoles. J'avais un point sur le rapport aux périphéries, mais je pense que ça a été suffisamment abordé. Vous allez peut-être y revenir, donc je passe la parole pour la conclusion. Donc, quelques mots en conclusion. Donc, ce qu'on peut voir, c'est un mouvement d'intégration. On a avec évidemment des différences entre métropoles, mais on a de plus en plus en fait des métropoles qui ont tendance à intégrer politiquement, techniquement, d'un point de vue d'acteurs aussi, dans leur territoire. Et puis, donc, au-delà de cette tendance à l'intégration différenciée en fonction de l'histoire des métropoles, on a aussi l'impression, alors après, il faudra que ça soit confirmé, on a aussi l'impression qu'il y a encore, et il y a peut-être besoin aussi pour ces métropoles, de maintenir et de développer en fait une coopération négociée à l'intérieur du territoire de la métropole, dans l'institution même de la métropole, mais aussi dans le territoire, avec les acteurs locaux, ne serait-ce que pour mettre en place leur politique métropolitaine, mais leur politique de l'habitat, et aussi peut-être besoin aussi de développer une coopération négociée avec les territoires hors métropole, les acteurs hors métropole, au regard notamment des enjeux en matière d'habitat, d'urbanisme, de transport que se posent dans ces territoires. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir quand même.